Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, nous sommes réunis ce soir pour la leçon inaugurale d'Even Loarer, titulaire de la chaire de psychologie de l'orientation, mais mes premiers mots seront pour accueillir Bertrand Schwartz et dire à Bertrand toute la joie qui est la mienne, je me dirais même mon émotion, et je crois être votre interprète à tous en disant que nous sommes vraiment extrêmement honorés de votre présence ce soir. Merci d'ailleurs. Je pense que Even doit être fier d'avoir Bertrand Schwartz à sa leçon inaugurale, et je remercie s'il est la cause ou la raison de cette présence. Encore une fois, merci à vous, Bertrand. Je serai extrêmement bref, et je préférerais effectivement que cette leçon soit plutôt, je dirais, introduite par une intervention de Bertrand Schwartz, simplement pour dire que la leçon à laquelle nous avons assisté, donc faite par le titulaire de la chaire psychologie de l'orientation, montre encore une fois que le CNAM est au cœur d'actualité. Je ne sais pas s'il y a un sujet plus d'actualité depuis quelques années que l'orientation. Je réfléchissais en venant tout à l'heure, je suis incapable moi-même de dire combien de rapports se sont faits sur l'orientation depuis une dizaine d'années, d'autant plus que je suis plus ou moins impliqué dans un certain nombre, au moins 3 ou 4 à ma connaissance, et je ne sais pas tous faits. Donc un sujet qui est tout à fait au cœur de l'actualité, qui donnait lieu récemment à la création même d'un poste de délégué interministériel, ce qui est quand même relativement rare, et qui montre, je dirais, tout l'intérêt et tout ce qui s'attache à cette problématique de l'orientation, qu'elle soit initiale ou qu'elle soit continue, c'est-à-dire qu'elle soit pour la formation tout au long de la vie. Eben me disait, mais est-ce que vous n'allez pas en dire davantage ? Non, je n'en dirai pas davantage ce soir. J'ai beaucoup parlé et beaucoup écrit sur ce sujet-là, et je pense que ce soir, nous sommes là pour écouter Even Loarer. Mais si Bertrand Schwartz veut bien dire quelques mots avant que Even Loarer puisse prendre la parole, je crois que c'est avec plaisir que... Alors peut-être assis à la tribune, hein ? On y va ? Merci, cher administrateur, de m'avoir reçu. Je suis très honoré et très heureux d'être ici et d'être le parrain de ce nouveau professeur. Je ne parlerai pas longtemps, rassurez-vous. J'ai 91 ans dans quelques jours, je ne suis plus en état. Je suis très fier d'être son parrain parce que, à la fois, je suis très fier d'être son parrain parce qu'à la fois, j'admire son passé et j'admire ce qu'il fait. Son passé, je voudrais vous dire un mot simplement, vous allez le voir tout à l'heure, mais vous ne saurez peut-être pas qu'en dehors du fait qu'il est professeur, vous entendez ? Non ? Il faut peut-être se rapprocher. Ah, il faut me rapprocher. Qu'on approche un peu. Voilà. Oui, je suis très admiratif de son passé parce que il aime beaucoup les hauteurs, ce professeur nouveau. Je ne sais pas si vous savez qu'en dehors du fait qu'il est professeur, il a été ouvrier grutier. Grutier, oui, une grue. Et ça, je suis fasciné par ce côté du passé qu'il a. Si j'ai accédé à sa demande, c'est justement parce que j'admire ce qu'il a fait, et puis je pense que nos valeurs sont proches. Nous en avons longuement parlé. Et la première valeur que nous avons, c'est de lutter contre les inégalités sociales. Qu'il y ait des différences entre les gens, bon, je le comprends, mais que ces différences soient incompressibles et qu'elles soient liées essentiellement à la famille, ça, c'est pas démocratique et je l'accepte pas. Nos valeurs sont donc communes de la lutte contre l'inégalité sociale. Je répète, je n'accepte pas que la naissance fasse tout. Nous avons le devoir républicain, je crois, d'aider tout le monde à acquérir les capacités d'autonomie d'abord, mais de les aider à choisir leur vie, de les aider à agir sur la société, de les aider à se qualifier et de les aider à devenir responsables d'eux-mêmes et de participer à tout ce qui est décision collective. C'est un devoir républicain. Nous avons en commun aussi une démarche d'écoute qui est, je crois,
pas toujours répandu. Écouter, c'est naturellement laisser parler les gens. Et même lorsque je donne un conseil à quelqu'un, où je laisse parler longuement, mais j'y ajoute un élément important, c'est de demander aux gens, quand ils me demandent de demander un conseil, de me dire ce qu'ils ont comme réponse eux-mêmes. C'est la meilleure solution qu'il y a pour qu'ils s'approprient les miennes. Et c'est le but. Et je crois que c'est une chose très importante. Il faut les aider à devenir, il faut les aider à forger ce devenir. Je remplace d'ailleurs de plus en plus le terme savoir-faire par le savoir-devenir. C'est tout, je ne dirai pas plus parce que je ne suis pas là pour ça et je pense que notre nouveau collègue va vous en dire beaucoup plus et beaucoup mieux. Merci. Cher Bertrand Schwartz, mes chers collègues, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole pour cette leçon inaugurale de la chaire de psychologie de l'orientation du CNAM. C'est d'abord un grand plaisir parce que cet amphithéâtre est aujourd'hui bien rempli, vous êtes très nombreux. Je pense que la question de l'orientation tout au long de la vie est importante, elle mérite qu'on soit nombreux à s'y intéresser. Donc je me réjouis de voir autant de monde aujourd'hui dans cet amphithéâtre. C'est un plaisir également pour moi, un très grand plaisir, un très grand honneur du fait de la présence de Bertrand Schwartz. Bertrand Schwartz m'a fait l'amitié d'accepter de présider cette leçon inaugurale. Et pour moi, c'est un symbole sous lequel je souhaite placer cette chaire de psychologie de l'orientation. Peut-être quelques mots pour rappeler qui est Bertrand Schwartz. Bertrand Schwartz donc, a été directeur de l'école des mines de Nancy. Il a été délégué interministériel à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté. Il a été l'auteur du rapport sur l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, qui lui avait été confié en 1981 par le Premier ministre Pierre Mauroy. Il est l'inspirateur des missions locales et l'organisateur de la mission Nouvelle Qualification, qui a été créée en 1989. Et enfin, il a créé en 1992 et présidé l'association Moderniser sans exclure. Moderniser sans exclure, c'est en soi une devise, un programme. Il a su, je pense, dans l'action qu'il a menée durant toute sa vie professionnelle, placer l'humain au cœur des équilibres économiques, au cœur du travail. Il a défendu des valeurs humanistes, républicaine, certes, mais quelquefois et souvent à contre-courant de certaines tendances du monde moderne. Sa présence aujourd'hui est donc un symbole très fort. Alors cette leçon inaugurale, elle est doublement inaugurale, d'abord parce que j'ai été récemment nommé, et ensuite parce que c'est la création de la chaire de psychologie de l'orientation. Non pas que les questions d'orientation aient été absentes du CNAM, notamment du fait de la présence de l'INETOP au sein du CNAM depuis de nombreuses années. Mais il n'existait pas de chaire à proprement parler. Et je considère cette création de chaire de psychologie de l'orientation comme un signal, le signal de l'importance accordée par le CNAM à la question de l'orientation. Christian Forestier évoquait tout à l'heure son attachement personnel aux questions d'orientation. Au-delà de ça, je pense que la question de l'orientation, du fait de son caractère pluridisciplinaire, du fait de l'implication sociale qu'il représente, a toute sa place au sein du CNAM. Alors, en réalité, quand je dis que cette chaire d'orientation n'existait pas, je devrais dire n'existait plus, parce que quand on regarde d'un peu plus près l'histoire des chaires de cette maison, on se rend compte, et je m'appuie là sur un excellent travail qui a été réalisé par le groupe de recherche et d'études sur l'histoire du travail et de l'orientation, qui est le GRESTO au sein de notre laboratoire, le CRTD, on constate que le CNAM a possédé par le passé
D'abord, une chaire qui portait le curieux nom, c'était en 1928, de chaire de physiologie du travail, hygiène industrielle et orientation professionnelle, chaire tenue par Henri Laugier. Puis ensuite, tenue par le docteur Failly et Bonardel. Et puis, par la suite, cette chaire s'est dédoublée. D'une part, ça donnait la chaire de physiologie du travail qui s'est ensuite transformée en chaire d'ergonomie, tenue aujourd'hui par, qui vous savez, par Pierre Falzon, ici présent. Et puis, par ailleurs, une chaire d'orientation professionnelle tenue par Paul-René Bise, et ensuite qui s'est transformée en chaire de psychologie du travail. Alors, à côté des chaires, il y avait l'INETOP, l'Institut national d'études du travail et d'orientation professionnelle, créé en 1928 en dehors du CNAM, qui s'est installé dans les locaux de la rue Gay-Lussac en 1928, et ce n'est que plus tard, en 1939, que l'INETOP a rejoint le CNAM avec le bâtiment de la rue Gay-Lussac dans la corbeille de la Mariée, soit dit en passant. Et depuis 1928, l'INETOP est un lieu de ressources important dans le domaine de l'orientation, initialement orientation professionnelle, orientation professionnelle et scolaire par la suite, et aujourd'hui, très clairement, orientation tout au long de la vie. Alors, la question de l'orientation, comme Christian Forestier l'a rappelé, est une question essentiellement est une question importante, est une question d'actualité. Elle représente un enjeu majeur aujourd'hui. Depuis quelques années, en particulier durant ces 5 dernières années, on compte une quinzaine de rapports, de recommandations sur la question de l'orientation, qui sont autant d'analyses de l'état du fonctionnement du système d'orientation en France, de recommandations sur tout ce qui pourrait contribuer à l'améliorer. Rapport Tarin 2005, Hetzel 2006, Lunel 2016, le rapport du HCE au Conseil à l'éducation 2008, proposition du Conseil d'orientation de l'emploi janvier 2009, rapport Descoings sur la réforme des lycées qui comprend un volet d'orientation important juin 2009, le rapport de Saint-Giron juillet 2009, le rapport Guégaud tout récent décembre 2009, une rafale de rapports concernant les questions d'orientation, également une résolution du Conseil de l'Union européenne, mieux inclure l'orientation tout au long de la vie dans les stratégies d'éducation et de formation tout au long de la vie, et la loi sur l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie qui vient d'être adoptée par le Parlement 25 novembre 2009. On est dans l'actualité la plus chaude, la plus brûlante, et je reviendrai sur la question de l'avenir de l'orientation et de la façon dont on peut comprendre la question de l'orientation tout au long de la vie dans un instant. Mais pour cela, je voudrais rappeler que l'orientation est à la croisée de logiques individuelles et collectives. Tout le monde est potentiellement concerné par l'orientation. Des enjeux individuels, on peut les résumer en quelques mots, réussir sa vie. Des enjeux économiques, la disponibilité des compétences. Des enjeux de société en termes de niveau d'éducation, de citoyenneté, d'égalité des chances, etc. Quand on regarde ces logiques de plus près, on se rend compte que deux logiques cohabitent, la logique de l'individu et la logique du contexte socio-économique. Ces deux logiques peuvent converger, peuvent s'accorder, mais quelquefois elles divergent. Et il est possible d'analyser les évolutions des pratiques ou des politiques d'orientation dans ces termes-là. Privilégier la logique individuelle ou privilégier le contexte socio-économique, tentation de concilier les deux. Les logiques ne sont pas toujours convergentes. Je remercie Stéphane Natkin de m'avoir fait connaître ce dessin humoristique. Donc, laissez-nous rêver. Et le conseiller en bas dit, je répète ma question, es-tu plutôt intéressé par une carrière
petit a dans l'informatique, petit b dans la mécanique. Logique individuelle, logique de la société ou socio-économique. Alors, dans cette présentation, pour cette leçon inaugurale, j'aborderai deux aspects. Je ferai d'abord un rappel des évolutions depuis un siècle dans la façon de poser les questions de l'orientation, les grandes étapes et les pratiques de conseil qui sont associées. Et puis, on en viendra à la question de l'orientation aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, je me centrerai sur l'orientation tout au long de la vie, en prenant la question de l'orientation comme un développement. Cette question du développement est présente dans le titre de la leçon inaugurale, l'orientation comme un développement. Et j'évoquerai avec vous quel accompagnement pour l'orientation tout au long de la vie en termes de principes, et je donnerai quelques exemples d'expérimentation. Alors, les évolutions depuis un siècle dans la façon de poser les questions de l'orientation. On peut remonter au pionnier de l'orientation, Frank Parsons, directeur du bureau de l'orientation à Boston au début du XXe siècle, qui écrit un ouvrage de référence, Choosing a Vocation, 1909. Et il énonce ceci: un choix professionnel avisé repose sur trois grands principes. D'une part, une compréhension claire de soi, de ses aptitudes, habiletés, intérêts, ambitions, ressources, limites, etc., et de leurs causes. Deuxièmement, une connaissance de ce qui est requis dans différents types d'emplois, en termes de conditions de réussite, avantages, inconvénients, rémunération, opportunités, perspectives, etc. Et troisièmement, un raisonnement juste sur les relations entre ces ensembles. Le schéma de base est le suivant: un individu des formations ou des métiers. L'objectif est de développer une connaissance de soi et une connaissance des métiers, et ensuite de faire le meilleur ajustement possible entre les deux sur la base d'un raisonnement le plus juste possible. Les variations à partir de ce schéma de base vont dépendre de la façon dont on va acquérir une compréhension de soi-même, acquérir une connaissance sur les métiers, les formations, et mener le raisonnement. La question, c'est comment. La question, c'est aussi qui. Dans un premier temps, la conception qui est apparue, d'abord je vais signaler que lorsqu'il y a eu des évolutions, ces évolutions, elles se font en fonction de différents facteurs. Plusieurs étapes dans le courant du XXe siècle jusqu'à nos jours, en fonction des contextes socio-économiques et de leur évolution, mais aussi des contextes idéologiques, de la conception de l'individu dans la société. Ça rejoint les questions de valeur. Également en fonction de la complexité croissante du système de formation et de travail, en fonction du contexte scientifique également, notamment les moyens de disposer d'instruments ou de méthodes fondées sur des démarches scientifiques. Le premier modèle, c'est celui que Hutto et Guichard, dans le manuel de psychologie de l'orientation, appellent le modèle diagnostic-pronostic. Diagnostic-pronostic, l'individu est présent, formation et métier d'un autre côté présent aussi. Comment va se jouer la démarche d'orientation? Elle va d'abord s'appuyer sur un conseiller qu'on appelle un orienteur. L'orienteur va avoir pour rôle d'orienter. D'abord, son premier rôle va être d'évaluer les aptitudes. Il faut dire qu'on est dans un contexte de l'industrialisation du début du XXe siècle. La division du travail, l'organisation scientifique de la production nécessite une sélection rigoureuse des ouvriers selon leurs aptitudes.
L'orientation va consister à identifier ces aptitudes au regard de celles qui sont requises pour les emplois. Cette préoccupation rejoint une position idéologique selon laquelle il n'y a pas de contradiction entre les besoins des individus et ceux de la société. Ainsi, pour Binet, qui est un psychologue français, père de la mesure de l'intelligence, l'orientation professionnelle devait contribuer à la construction d'une société où le milieu social serait mieux organisé, où chacun travaillerait selon ses aptitudes reconnues, de manière à ce qu'aucune parcelle de force physique ne soit perdue pour la société. Ce serait, dit-il, la cité idéale, elle est encore loin de nous. Alors donc, dans ce modèle, l'orientation a pour mission de réaliser une société harmonieuse, se fondant sur la reconnaissance par chacun qu'il occupe dans la société la place correspondant à ses aptitudes. C'est un modèle de méritocratie, à chacun selon ses capacités. Donc, l'examen psychologique d'orientation est alors centré sur la mesure des aptitudes individuelles, intellectuelles, techniques et autres, psychomotrices, etc. Et l'orienteur a pour charge de se prononcer sur l'adéquation entre la personne et les emplois. Il s'agit donc d'évaluer les aptitudes, par ailleurs d'obtenir des informations sur les emplois en termes d'aptitudes requises, et ensuite de décider pour l'individu du meilleur ajustement que l'on peut faire entre les deux, c'est-à-dire de la meilleure place qu'il peut occuper dans la société, de quel métier est fait pour lui. Il y a l'idée que la personne naît avec certaines aptitudes, éventuellement les développe, mais la société est bien faite puisqu'elle propose aussi des emplois qui correspondent à ses aptitudes et qui permettent à la personne de travailler. Ce modèle est un modèle adéquationniste. On peut citer cette pensée de Mauvesin dans l'ouvrage L'orientation scolaire publié en 1921. Dans notre esprit, dit-il, nous pouvons nous représenter les métiers par des trous de forme ou de dimensions différentes, les enfants, suivant leurs aptitudes, par des chevilles également de forme et de dimensions différentes. Orienter professionnellement un enfant, c'est chercher dans quel trou sa cheville s'ajuste exactement. Alors cette conception je reviens donc au modèle d'ensemble, cette conception, elle met l'orienteur en position d'expert, elle le met en position de décider à la place de l'autre. L'orientation, pour l'orienteur, c'est l'art de donner les conseils, qui sont en fait des prescriptions. Alors, comme l'ont montré différentes personnes, différents auteurs depuis, notamment je pense à Hutto et Lautrey, qui ont analysé cette partie de l'histoire de l'orientation et montré que cette conception a été critiquée par différents auteurs. Elle s'est imposée progressivement dans les années 20, dans les années 30. Elle a été critiquée par exemple par Pierre Naville en 1945, par Antoine Léon dans les années 50 en France, ou encore aux États-Unis par Donald Super, qui va introduire la notion de développement de carrière. Mais ce n'est véritablement qu'au début des années 70 que le changement viendra en France et qu'on dépassera ce modèle. Alors le deuxième modèle qui est apparu dans les années 70, au début des années 70, c'est celui qu'on peut appeler le modèle de l'orientation, de l'information en orientation. En fait, plusieurs raisons expliquent ce changement. Donc le modèle psychotechnique apparaît moins tenable. On prend conscience finalement de la stabilité toute relative des aptitudes, de la différence qu'il y a entre les aptitudes évaluées par les tests et celles que requièrent les formations, les professions. Et puis en même temps, la psychologie progresse aussi. Et en psychologie, des points de vue plus cognitivistes, plus humanistes aussi, par ailleurs, se développent et popularisent l'image d'un sujet actif et autonome,
qui se substitue progressivement à l'image du sujet plutôt passif qui était celui du premier modèle de l'orientation. C'est aussi le moment de l'émergence de la psychologie cognitive qui décrit l'individu comme un système de traitement de l'information. Par ailleurs, c'est aussi dans l'air du temps, c'est la période où on commence à rentrer dans l'ère de l'information, dans la société de l'information. C'est aussi une société qui valorise la liberté individuelle, l'autodétermination. Et au titre de cette liberté individuelle, on va modifier la façon d'intervenir dans l'orientation. Maurice Reclin, ancien directeur de l'INETOP, écrivait en 1971 « Si nous souhaitons rendre libre le choix scolaire et professionnel de l'enfant, nous devons donc l'informer de façon objective et complète sur l'ensemble des débouchés scolaires et professionnels qui s'ouvrent à lui. » Par ailleurs, on constatait une complexité grandissante des formations à l'école et la nécessité d'informer et de passer beaucoup plus de temps, de fournir, de faire un effort d'information plus important. Ce modèle a misé très fortement sur l'autonomie de l'élève, du jeune, de la personne qui est demandeuse d'un conseil d'orientation. Ce modèle de l'information peut être symbolisé par le schéma suivant. Le conseiller est un conseiller formateur, il a perdu son R. Il va donner, fournir des informations sur les formations et les métiers. Ça va être son rôle principal. Il fournit des brochures, on développe des bases de données, on organise des visites, des salons, etc. L'individu est laissé à lui-même quant à son auto-évaluation, quant à l'évaluation de ses caractéristiques. En fait, on travaille peu sur cette dimension-là. Et c'est à lui aussi qu'il revient de développer le juste raisonnement pour savoir vers où il doit se diriger ses études. Alors, très rapidement, les démarches reposant uniquement sur l'information vont faire apparaître un certain nombre de limites. Donc des limites qui apparaissent rapidement, difficulté à maîtriser l'information nécessaire, déformation par l'enfant de l'information fournie, difficulté à traiter, à hiérarchiser et à accorder à chaque élément la valeur nécessaire. Le Gray et P. Martin signalent dans un ouvrage de 1983 deux écueils qui apparaissent particulièrement importants. Certains élèves sont sous-informés et ne peuvent donc effectuer un choix dans de bonnes conditions, mais d'autres sont surinformés et noyés dans la masse de connaissances à acquérir et ne parviennent plus à clarifier leurs pensées. En fait, le modèle de l'enfant rationnel et autonome est une utopie qui ne fait que renforcer la reproduction sociale. Les enfants issus de milieux plus favorisés parvenant mieux, à l'aide des bons soutiens, à trouver l'information utile et à mieux l'exploiter. À partir de là, va assez rapidement se développer une préoccupation, d'abord une préoccupation de psychopédagogie de l'information. L'information doit être travaillée pour être délivrée au format qui correspond aux besoins de la personne, et on va travailler avec les destinataires de cette information pour les aider à se l'approprier. Mais aussi, très rapidement, on va voir apparaître le troisième modèle, qui est le modèle qui s'est imposé et s'est développé très largement jusqu'à nos jours, qui est le modèle de l'éducation à l'orientation. L'objectif, c'est de permettre à l'individu de mieux se connaître, de mieux connaître les formations et les métiers, de développer les compétences nécessaires à l'élaboration d'intentions d'avenir et de maîtriser les processus d'orientation. Les premières méthodes qui ont été proposées sont des méthodes telles que la DVP, qui est l'activation du développement vocationnel et personnel, qui est une méthode canadienne, Pelletier et collaborateurs. Dans la gamme des méthodes d'éducation à l'orientation, on peut citer aussi la méthode de Jean Guichard, professeur à l'INETOP, donc pour le développement des activités
la découverte des activités professionnelles et personnelles et des projets personnels, voilà, avec une nouvelle version qui a été élaborée récemment à l'INETOP. Mais on trouve aussi la méthode éducation des choix, la méthode chemin faisant, qui est une méthode pour adultes, et dans une étude qui visait à recenser les méthodes existantes relevant du modèle de l'éducation à l'orientation, étude qui avait été réalisée à l'INETOP il y a une vingtaine d'années, on dénombrait pas loin d'une centaine de méthodes différentes. Officiellement, l'Éducation nationale a intégré dans ses programmes, dans les instructions pour les collèges, les méthodes d'éducation à l'orientation. Dès 1985 apparaît l'idée qu'il faut préparer les élèves à faire des choix responsables et autonomes. Donc on conserve l'idée de l'autonomie de l'élève, mais en même temps, on ne le laisse pas tout seul. On alimente, on l'accompagne et on l'éduque dans ce chemin. En 1990 apparaît le décret de 90, l'orientation et le résultat d'un processus continu d'élaboration et de réalisation du projet personnel de formation et d'insertion sociale et professionnelle. Alors, les raisons du succès de ces approches sont assez évidentes, les insuffisances des modèles précédents, mais également l'évolution de l'école, puisque vous savez que entre les années 50 et les années 70-80, on a assisté à une explosion scolaire, ce qui a conduit une généralisation de la scolarisation en premier cycle de l'enseignement secondaire d'abord, et puis ensuite dans l'enseignement jusqu'à l'enseignement supérieur. Mise en place des cycles d'enseignement, diversification de l'enseignement et nécessité de fournir plus d'informations et de mettre en place des démarches d'orientation plus efficaces. Et donc, les modèles de l'éducation à l'orientation semblaient être la bonne réponse pour cela. Alors, quelles sont les caractéristiques du modèle de l'éducation à l'orientation ? Le conseiller n'est plus un orienteur, le conseiller n'est plus un informateur, le conseiller est un conseiller. Le conseiller va accompagner, va aider la personne dans sa démarche d'orientation. Et cela dans toutes les étapes de l'orientation, de ce processus d'orientation. Par exemple, il va aider le consultant à mieux se connaître. Et pour cela, éventuellement, il va utiliser des tests d'évaluation, mais il va le faire dans l'esprit de fournir une information à la personne sur elle-même, d'aider la personne à mieux se connaître à travers les tests. Ce n'est plus du tout comme dans le modèle initial où l'orienteur évaluait pour se faire une idée lui-même des caractéristiques de la personne. Là, il met sa connaissance des moyens d'évaluation au service de l'individu, du bénéficiaire de la démarche, pour l'aider à mieux se connaître lui-même. Le destinataire du résultat de l'évaluation, c'est l'individu, ce n'est pas le conseiller. Même chose pour l'accompagnement dans la recherche et l'appropriation de l'information pertinente. Il va accompagner cette démarche de recherche d'information et également le processus d'orientation va être un processus de co-construction. 3 modèles différents. Le dernier semble le plus abouti. Un certain nombre d'évaluations ont été faites. Alors la question de l'évaluation des démarches d'orientation est très présente dans les rapports, recommandations, etc. qui sont faites. Il a existé un certain nombre d'évaluations faites des différentes méthodes que l'on utilise, notamment depuis les années 70, et sur ces méthodes d'éducation à l'orientation en particulier. Et les résultats, alors vous savez, les évaluations, elles peuvent, dans un cas, donner des résultats positifs, dans un autre cas, des résultats moins positifs. Bon, il peut y avoir des différences. Alors on peut s'appuyer sur ce qu'on appelle des méta-analyses, qui sont des sortes de compilations de très nombreuses évaluations qui sont faites, dont on reprend les résultats pour tirer des lois générales.
enfin en tout cas des conclusions ayant une portée de généralité plus importante. Et qu'est-ce qui ressort par exemple des méta-analyses qui ont été publiées par Olivier Spokane? C'est plusieurs choses. D'abord, effectivement, des résultats là où on les attendait. Une augmentation de la précision de la connaissance de soi. Par exemple, l'internalité du contrôle, le besoin de réussite apparaît comme également ayant progressé. L'internalité du contrôle renvoie à l'idée que je considère que ce qui m'arrive dépend de moi-même et non pas du hasard, du destin des autres, etc. C'est une position importante en matière d'orientation. Également une vision plus approfondie du processus d'orientation, des perspectives temporelles plus étendues, le rôle de l'école est mieux perçu. Les élèves ont des choix plus diversifiés, souvent mieux argumentés. Ils ont généralement une conscience plus aiguë des facteurs favorables et des facteurs défavorables à la réalisation de leur projet. Tout cela donc est positif. Par contre, on ne constate pas, en tout cas les études ne permettent pas d'affirmer qu'ils ont développé des compétences à explorer, à planifier ou à décider. Ce qui peut relever peut-être de capacités distinctes. Alors, si on met en perspective ces trois modèles qui ont évolué selon le contexte historique, on pourrait dire, pour reprendre la terminologie des modes de management, je pense à nos collègues des RH qui sont présents ici, on pourrait dire que le premier modèle, diagnostic-pronostic, a fonctionné en mode directif. Le second, modèle de la formation, en modèle délégatif. Le troisième, bien évidemment, en mode participatif. Alors l'orientation aujourd'hui, pour ce que j'en présente, on a l'impression d'être arrivé à une certaine maturité dans le choix des modèles. L'orientation aujourd'hui, elle a mauvaise presse. Les rapports successifs qui ont été réalisés montrent qu'il y a différents dysfonctionnements et qu'il y a une efficacité insatisfaisante du système d'orientation. Alors je prends quelques critiques qui sont faites à l'orientation aujourd'hui. Par exemple, les conseillers d'orientation psychologues de l'éducation nationale sont taxés par certains de psychologiser l'orientation. Psychologiser l'orientation, c'est accorder trop d'importance à la psychologie au détriment de la connaissance des milieux de formation, des milieux de travail, de l'économie, etc. Par exemple, dans les débats qui ont précédé le vote de la loi qui vient d'être votée sur l'orientation et la formation tout au long de la vie, un sénateur a fait passer, Jean-Claude Carle, un amendement pour insister sur le fait que les conseillers devaient avoir dans leur formation plus, il n'est pas dit moins de psychologie, mais il est dit plus d'autres choses, notamment de connaissance des milieux socio-économiques. On comprend bien là que la critique qui est faite, c'est que l'approche est trop tirée vers l'individu, selon le petit schéma que je présente, et pas assez vers l'autre logique. Mais par ailleurs, dans les critiques qui sont faites à l'orientation, il apparaît que l'orientation reste vécue par le plus grand nombre de personnes comme un ensemble de procédures visant à limiter l'initiative et le choix des élèves et des familles au bénéfice d'une logique gestionnaire de contrôle et de planification des flux d'élèves dans le système éducatif. L'orientation comme gestion conséquence de la volonté de gérer des flux, par exemple par la sélection, par les résultats scolaires, décision des conseils de classe. Vous savez que les décisions d'orientation, massivement, ce ne sont pas les conseillers d'orientation qui les prennent, ce sont les enseignants dans les conseils de classe. Et donc ces critiques, finalement, quand on les analyse, elles renvoient à un poids trop important de la prise en compte des contraintes ou des réglementations ou fonctionnement du système de formation ou du système socio-économique au détriment de l'intérêt des individus, au détriment de la logique individuelle. Donc dans le même temps, il y a des critiques, mais c'est un peu contradictoire, et je tenais à signaler cette contradiction, ne mettent pas finalement les raisons du dysfonctionnement du même côté.
Alors, c'est un service insuffisant et je me réfère au discours d'Avignon à la jeunesse prononcé par Nicolas Sarkozy en septembre 2009. Il dit ceci: le problème de l'orientation aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'elle n'existe pas, ou si mal. L'idée qu'on peut choisir sa vie à la suite d'un seul rendez-vous ou d'une seule visite à la seule journée des métiers est absurde. Alors bien évidemment, on ne peut être que d'accord, c'est insuffisant. On voit là qu'il s'agit, et c'est souvent le cas, et beaucoup de personnes vivent l'orientation, l'aide à l'orientation comme un service ponctuel, alors qu'on a besoin de quelque chose qui s'inscrit dans le temps, d'un parcours, d'un accompagnement, d'une progression. Élaborer un projet, ça prend du temps. Mais autre information aussi, autre donnée, qui peut expliquer aussi le service insuffisant. Je donnerai l'évolution du nombre de recrutements de conseillers d'orientation depuis 2001. Et la courbe est éloquente. En 2002, il y avait près de 300 conseillers d'orientation recrutés chaque année. En 2006, 2007, 50. 2008, 50. 2009, 50. Donc on a baissé très fortement le nombre de conseillers d'orientation. L'objectif à terme est de redéployer les rôles dans les prestations d'orientation sur un plus grand nombre d'acteurs. On va y revenir tout à l'heure. Mais le constat est là, effectivement, le service est insuffisant. Et on ne peut être que d'accord avec ce constat. Alors, nous allons aujourd'hui vers une transformation importante de l'orientation. Je ne vais pas revenir sur les rapports que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, sur la résolution du Conseil de l'Union européenne, sur la loi qui reconnaît pour la première fois un droit à l'orientation et qui annonce la constitution d'un service public de l'orientation, un service public autonome de l'orientation. C'est une grande évolution, c'est une évolution historique. La nouvelle référence pour ces évolutions-là, c'est l'orientation tout au long de la vie. Orientation tout au long de la vie, qu'est-ce que c'est? Alors l'OCDE nous en donne une définition. L'orientation tout au long de la vie, c'est un ensemble de services visant à aider tous les citoyens, quel que soit leur âge, à prendre des décisions conscientes en termes d'éducation, de formation et de profession, et à gérer leur carrière à toutes les étapes de leur vie. La recommandation européenne indique 4 axes d'action pour l'orientation tout au long de la vie. Tout d'abord, favoriser l'acquisition de la capacité à s'orienter tout au long de la vie. Ensuite, faciliter l'accès de tous les citoyens aux services d'orientation. Troisièmement, développer l'assurance qualité des services d'orientation. Et quatrièmement, encourager la coordination et la coopération des différents acteurs au niveau national, régional et local. Si je reviens sur ces 4 axes d'action, le premier, favoriser l'acquisition de la capacité à s'orienter tout au long de la vie, est finalement dans la continuité très directe de l'éducation à l'orientation. Il s'agit d'équiper, par une démarche active, d'équiper les citoyens des moyens de gérer de façon autonome leur parcours professionnel, leur orientation tout au long de la vie. Les points 2 et 3 renvoient au fait que les services doivent être de qualité et doivent être accessibles. Bon, c'est des raisons, c'est des conditions de leur efficacité. Le point 4 introduit une dimension extrêmement importante. La coordination, la coopération des différents acteurs, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on part du constat d'un éclatement considérable des structures et des intervenants dans le domaine de l'orientation aujourd'hui. Dans le rapport Guégaud, par exemple, il est écrit « Ce qui frappe en France, c'est la multiplicité des structures qui effectuent, pour toute ou partie des prestations d'orientation,
le paysage français en matière d'orientation cumule divers facteurs de fragmentation qui ne se limitent pas à une simple dichotomie au sein de l'État entre la sphère de l'éducation au sens large et celle de l'emploi. La France compte plus de 8000 points dispensant à titre exclusif et au moins pour partie des prestations d'orientation. Il est assez fréquent, encore aujourd'hui, moi j'en ai rencontré dans ma pratique, fréquent de rencontrer des personnes qui, après un parcours un peu chaotique de recherche d'emploi, en sont à leur 3e bilan de compétences sans qu'il y ait eu de recoupement entre aucun des 3. J'ai interrogé une personne qui était dans cette situation-là en disant « Mais pourquoi vous avez fait 3 bilans de compétences ?» Et il me dit c'était pour savoir si on trouverait les mêmes résultats dans les 3. Mais on voit bien que c'est absolument pas efficace et que c'est du temps perdu, des moyens perdus, et que cet exemple-là, multiplié par de nombreux autres cas, montre bien le caractère totalement chaotique des parcours d'orientation et lié à cet éclatement des structures. Encourager une coordination, oui, mais jusqu'où? Qu'est-ce qu'on entend par cette coordination et cette coopération des différents acteurs et structures? Est-ce qu'on envisage une continuité qui placerait l'ensemble des âges, l'ensemble des publics dans la même logique de démarche d'orientation? Les jeunes à l'école, puis à l'université, ou dans les autres voies de formation professionnelle, les jeunes demandeurs d'emploi, ou les plus âgés, les structures publiques d'insertion professionnelle et de recherche d'emploi et d'aide à la recherche d'emploi, mais aussi, éventuellement, les entreprises et l'orientation qui est faite à l'intérieur des entreprises ou à l'intérieur des branches professionnelles, etc. Jusqu'où est-ce envisagé? Donc, quelle continuité? Est-ce qu'il est prévu d'aller jusque-là, jusqu'à donner cette continuité pour l'ensemble des publics que je viens d'évoquer? La réponse, elle est clairement oui. Quand on regarde la résolution du Conseil de l'Union européenne, il est dit ceci. C'est d'abord le constat que dans beaucoup de pays d'Europe, l'orientation est segmentée par public. L'orientation scolaire, l'orientation universitaire, ainsi que l'orientation professionnelle des demandeurs d'emploi et ceux qui suivent une formation professionnelle et les salariés qui engendrent des systèmes différenciés, il convient, dit la résolution, d'accroître la complémentarité, la coordination entre ces domaines. Alors, il existe probablement des différences qui tiennent à la nature des publics et qui font que l'action de conseil en orientation, d'accompagnement à l'orientation, qui convient pour le jeune en milieu scolaire, ne va pas être exactement la même que celle qui convient pour le demandeur d'emploi ou pour le salarié en entreprise qui cherche à évoluer dans son parcours professionnel et à changer d'emploi. Néanmoins, on peut aussi postuler qu'il peut y avoir des principes communs, une base commune, une culture commune, des références communes à tous ces publics et à toutes ces logiques. De ce fait, il y a eu le modèle diagnostic-pronostic, il y a eu le modèle de la formation, il y a eu le modèle de l'éducation à l'orientation. Il va y avoir le modèle de l'orientation tout au long de la vie. Quel va être ce modèle et sur quelle base? Ce modèle est en grande partie à construire, mais on peut avoir quelques idées sur la façon, sur les caractéristiques, sur la façon dont il va se présenter. Quels principes on peut adopter aujourd'hui pour envisager la façon
d'aborder au mieux cette question et d'accompagner au mieux cette question de l'orientation tout au long de la vie, d'abord, le premier principe, c'est de ne pas renoncer aux fondamentaux du conseil. Je dis cela parce que le risque, c'est qu'on remette tout en cause et qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. On voit en particulier apparaître aujourd'hui, sur le marché de l'orientation, parce que c'est un marché important, un nombre impressionnant d'officines, de cabinets de conseil, de coachs, qui découvrent tout d'un coup qu'ils sont faits, sans doute depuis toujours, pour être des conseillers d'orientation. Les sites internet fleurissent également autour de ce marché de l'orientation. L'orientation tout au long de la vie, ce n'est pas cela. J'ai souligné le petit slogan « Quel métier est fait pour toi ?» Ça renvoie quand même très directement à ce modèle totalement archaïque de l'idée qu'on est né pour faire un métier par vocation. Ce n'est pas cela non plus. Il s'agit de la page d'un site qui vend des évaluations qui vous permettent de savoir pour quel métier vous êtes fait, le métier idéal. Vous allez pouvoir le découvrir en passant les tests. Et vous voyez en même temps que c'est validé scientifiquement. Voilà. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour passer le test et savoir quel est le métier idéal pour lequel vous êtes fait. Donc ce n'est pas tout cela, et il est important dans ce contexte de réaffirmer les fondamentaux du Conseil. Et nous sommes aidés en cela par un certain nombre d'organismes, notamment le CEDEFOP au niveau européen, qui a publié les principes fondamentaux du Conseil en orientation en rappelant le principe d'indépendance, le principe d'impartialité, le principe de confidentialité, également celui de l'égalité des chances, de l'approche globale de la personne, de la recherche d'autonomie de la personne, ainsi que la recherche de sa participation active. On est bien dans un modèle qui n'est pas un modèle d'orienté, qui n'est pas un modèle dirigiste. Le conseiller n'est pas un expert qui décide à la place de la personne. On est bien dans une démarche participative. Le conseil va permettre à la personne de faire ses choix en autonomie, mais le conseil va être réalisé dans un cadre qui préserve l'intérêt de la personne. Alors, on peut également, au-delà de s'appuyer sur les fondamentaux, sur les existants, regarder aussi comment vont évoluer les prestations d'orientation, comment vont évoluer l'organisation des différentes personnes qui vont intervenir, on va dire des différents services d'orientation, mettant en jeu des acteurs sans doute en plus grand nombre et avec une plus grande variété que la situation actuelle. Il va être nécessaire d'identifier des niveaux différents d'accompagnement, clarifier le rôle spécifique de chaque acteur et le professionnaliser. J'évoquais tout à l'heure le marché foisonnant qui se dégage, qui apparaît aujourd'hui depuis quelques années autour des questions d'orientation et qui peuvent rendre difficile la tâche du citoyen qui cherche à frapper à la bonne porte. On a besoin de points de repère. Les professionnels aussi ont besoin de points de repère dans ces changements-là. Et là, je voudrais quand même signaler que s'il est clair que les 3000 conseillers d'orientation psychologues qui existent ne suffiront pas pour couvrir l'ensemble des besoins et accompagner efficacement les 12 millions d'élèves de collège et de lycée, c'est évident qu'on a besoin d'être un peu plus nombreux que ça. Et d'autres acteurs ont leur place
pour autant qu'ils sont professionnalisés pour réaliser ce rôle-là. Mais quel va être le modèle qui va être utilisé? Sur quelle base l'ensemble des partenaires, des acteurs vont-ils être professionnalisés? On attend des clarifications. Alors, quand on lit les rapports successifs, on voit que il y a d'une certaine façon des redondances qui apparaissent et qui creusent progressivement des sillons qui s'avèrent être des pistes tout à fait identifiables. Et donc, on peut, de cette façon-là, se forger une idée assez claire des intentions. Mais tout le monde n'a pas cette vision, et je pense que la façon dont on communique sur les questions d'orientation, sur les évolutions, ont besoin d'être parfaitement clairs. Or, je vais prendre quelques exemples de positions prises par des politiques ou des responsables des politiques publiques en France, et pour montrer que le discours, quelquefois, peut troubler. Par exemple, je vais prendre quelques citations de Xavier Darcos, ministre de l'Éducation nationale, à l'époque où il faisait cette déclaration. Donc, c'est à propos de l'évolution, de l'amélioration des systèmes d'orientation. Il disait ceci, donc en octobre 2007, « Je souhaite rénover le système d'information sur l'orientation afin qu'il offre aux familles une information complète. Pour rendre efficace le dispositif d'orientation et assurer la réussite de tous les élèves, il me semble particulièrement important que les enseignants soient en mesure de les informer sur les métiers et les formations existantes. En effet, ce sont les professeurs qui connaissent le mieux les qualités, les capacités de chacun des adolescents et qui peuvent les aider à s'orienter vers les voies et les filières qui leur conviennent le mieux. Cela suppose d'améliorer la formation des enseignants et notamment de leur permettre d'effectuer des stages de découverte des entreprises au cours de leur formation, mais également tout au long de leur carrière. » Alors un message comme celui-là, il signale quelque chose d'évident, diversifier les acteurs et donner aux enseignants un rôle plus important dans l'orientation. Très bien. Mais en même temps, il est un peu troublant dans la mesure où on insiste exclusivement sur l'information. Est-ce que ça fait écho à ce modèle de l'information qui a montré ses limites à certains moments ? Avoir une meilleure information, on est tous d'accord, c'est nécessaire. Sans information, pas de bonne orientation. Mais c'est nécessaire et non suffisant, donc n'insister que sur l'information et pas sur l'accompagnement qui va permettre, dans le cadre d'une démarche éducative à l'orientation, etc., etc., etc. Par ailleurs, autant on insiste sur la formation nécessaire des conseillers, autant sur la façon dont on forme les enseignants à l'orientation, il y a peu d'éléments. Et c'est sans doute pas uniquement en faisant des stages de découverte qu'on va arriver à ça. Alors il est clair que Xavier Darcos n'est pas naïf et qu'il a souvent une vision aboutie du projet. Là, mais en termes de communication, ça peut troubler. Et ça a troublé les professionnels de l'orientation. On décode d'autant mieux ce trouble qu'on a en perspective ces modèles. Ça fait écho à ce modèle de l'information. Je vais donner un autre exemple beaucoup plus récent. Madame Guégaud, dans son rapport, dit ceci: « Les orienteurs, qui dans certains cas n'assurent des fonctions d'orientation qu'à titre secondaire, ne proposent pas forcément l'ensemble de la gamme des prestations de l'orientation. Nécessité de diversifier les acteurs, on est d'accord, mais Madame Guégaud utilise le terme d'orienteur. Est-ce que c'est pour signaler une référence au modèle initial ? Sans doute pas. On ne peut pas l'imaginer que ça soit la volonté de revenir à l'orientation de grand-papa. Mais en termes de communication, c'est quelque chose qui peut troubler aussi. Alors, aujourd'hui, l'orientation et les acteurs de l'orientation, à travers ces quelques exemples, sont dans un état, et à juste titre, d'un relatif trouble, inquiétude par rapport à ce qui va se développer. Je pense que dans les étapes qui nous attendent,
la mise en place de ce grand système d'orientation, ce grand service public d'orientation, tout ça va se clarifier. Sur quelle base? Alors, je crois que les fondamentaux du Conseil que j'évoquais tout à l'heure ne vont pas suffire. Il va falloir enrichir ces pratiques de nouvelles dimensions. Et on peut essayer d'anticiper sur ce que vont être ces nouvelles dimensions. Première grande évolution, de mon point de vue, qui est une sorte de révolution, c'est que l'orientation, la culture de l'orientation, les logiques de l'orientation va rejoindre celle des mobilités. Or, jusqu'à présent, on parlait plutôt d'orientation en dehors de l'entreprise et de mobilité à l'intérieur de l'entreprise. On parlait plus de mobilité dans le monde du travail et d'orientation dans le monde scolaire. La rencontre du monde scolaire avec le monde du travail à travers cet objet qu'est l'orientation tout au long de la vie, est-ce utopique? Sans doute pas. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait que dans les entreprises, il n'y a pas si longtemps, quand on parlait d'orientation, ça ne faisait aucun écho. Aujourd'hui, on peut parler beaucoup plus facilement d'orientation dans l'entreprise. Non seulement ça fait écho, mais un certain nombre d'entreprises ont créé des fonctions de conseillers d'orientation dans l'entreprise. On commence à voir apparaître donc une meilleure fluidité, plus qu'une porosité entre ces deux grands domaines qui ont parfois été assez étanches. Alors, aller plus loin, ça va être une nécessité. Et ça va impliquer probablement beaucoup de choses. Je pense en particulier à la possibilité, grâce à ça, d'améliorer énormément les pratiques d'orientation et de mobilité en entreprise. Parce que ces pratiques, elles sont quelquefois très développées, très sophistiquées, avec des dispositifs nombreux et très efficaces ou très modernes. Mais elles sont aussi souvent parents pauvres des fonctions RH et souvent, même quelquefois, notamment dans les PME absentes. Donc, premier changement à prendre en compte, c'est celui-là. Le deuxième, c'est l'organisation du travail qui évolue. Le travail, la nature du travail évolue, mais son organisation aussi. Et il a déjà beaucoup évolué, continuera sans doute de le faire ensuite, et puis les évolutions démographiques. Alors, sur la question de la transformation de la société du monde du travail, bon, c'est maintenant tout à fait... c'est très banal d'évoquer l'incertitude, l'imprévisibilité, la dématérialisation qui touche le monde du travail. On peut trouver beaucoup de descriptions de ces évolutions, par exemple, dans le dernier livre de notre collègue Michel Lallemand, qui vient d'être publié. Bon. Dans la façon de concevoir la carrière, vous savez qu'une des évolutions, ça a été de dépasser l'idée de la carrière comme un chemin tout tracé à l'avance, procédant par étapes successives, principalement en mode vertical, bien entendu dans la même entreprise, à un modèle dit de carrière nomade ou de carrière sans frontières, qui a marqué la différence de logique, enfin la différence de réalité en tout cas, vécue par les travailleurs, par les personnes tout au long de leur vie professionnelle. On est passé progressivement d'un modèle de sécurité contre fidélité à l'entreprise à un modèle de employabilité contre performance et flexibilité. Les compétences qui sont valorisées deviennent plus des compétences transversales et non plus des compétences spécifiques. La responsabilité de la gestion de la carrière repose plus sur l'individu et non plus sur l'organisation. Les étapes sont moins liées à l'ancienneté et plus liées à la contribution à la performance de l'entreprise ou à l'engagement de la personne dans l'organisation, etc. Bon, des changements. Carrière sans frontières, la carrière sans frontières, ça évoque l'idée que le parcours va traverser plusieurs entreprises, non plus une seule. Moi, je constate dans la période la plus récente que
les tensions sur le marché externe de l'emploi aboutissent plutôt à rendre plus importante la mobilité interne. Et la mobilité interne, aujourd'hui, c'est un enjeu très important dans les entreprises parce que c'est une nécessité rendue en partie nécessaire par les nouvelles formes d'organisation du travail. Mais pourquoi une mobilité moins verticale et de plus en plus horizontale? C'est aussi parce que la ligne hiérarchique a été réduite, il y a moins de niveaux intermédiaires pour les mobilités. C'est aussi parce qu'il y a des évolutions démographiques dont je vais parler dans un instant, mais avec l'avancée en âge, avec l'augmentation de la durée de vie professionnelle, l'allongement de la durée de la vie professionnelle, l'augmentation des salariés plus âgés dans les entreprises, eh bien les perspectives d'évolution, elles ne sont plus tout à fait les mêmes, puisque les personnes qui jusqu'à présent libéraient les postes convoités par les personnes un peu plus jeunes et pour permettre leur promotion, eh bien les personnes elles restent plus longtemps. Donc on doit inventer d'autres formes de mobilité. Alors les évolutions démographiques, c'est quand même un changement très très fort qui va aussi marquer la question de l'orientation tout au long de la vie. Petite simulation de l'évolution tendancielle donc de la démocratie française, enfin de la pyramide des âges. La pyramide des âges entre notre période jusqu'en 2050. Voilà. Augmentation de l'espérance de vie, on l'évoque beaucoup également, mais il faut quand même peut-être réaliser à quel point elle est importante. À la Révolution française, l'espérance de vie était inférieure à 30 ans. 3 siècles plus tard, les petites filles qui naissent aujourd'hui ont toutes les chances d'être centenaires. On a triplé l'espérance de vie en 3 siècles, et durant la moitié du dernier siècle, on gagne à peu près 1 année d'espérance de vie tous les 2 ans. Donc c'est considérable et ça va avoir des impacts bien évidemment sur les parcours professionnels, sur la carrière et sur la façon dont on va les gérer, donc sur l'orientation tout au long de la vie. Alors du point de vue pratique, du point de vue des pratiques, quels changements sont attendus? D'abord, il me semble qu'on va devoir penser l'orientation comme un moyen de développement, l'orientation comme un développement, on l'a vu, c'est traditionnel ça, développer les capacités à s'orienter. Mais aussi le développement des carrières, et puis le développement de la vie tout entière, et de plus en plus d'auteurs, de plus en plus de praticiens considèrent que l'orientation ne concerne pas simplement le secteur de la vie professionnelle, mais tout l'ensemble de la vie de la personne. Quand on choisit de suivre des études et quand on choisit de se préparer à un métier, on choisit bien au-delà de ça une identité professionnelle, mais une identité sociale aussi, voire une identité tout court si ça existe, etc. Et puis l'orientation aussi comme moyen de développer la personne, notamment développement identitaire que je viens d'évoquer, mais pas seulement, c'est aussi le développement des compétences, le développement des ressources physiques, intellectuelles, etc. Quand on parle de développement, c'est en prenant en considération le fait qu'il peut y avoir des développements positifs et puis il peut aussi y avoir des développements négatifs, des influences négatives de tout cela sur la personne. Évolution du point de vue des pratiques, autre aspect qui apparaît sans doute trivial mais qui est essentiel et extrêmement important et va bouleverser la façon dont on risque de travailler professionnel de l'orientation dans l'avenir, c'est la nécessité de prendre en compte l'expérience acquise à chaque étape du parcours. Prendre en compte l'expérience acquise, ça veut dire qu'on ne... Alors, selon la façon dont on se positionne, si on est plus déjà actuellement ancré dans ses préoccupations dans le monde du travail, analyser l'expérience, ça va de soi.
on part de là. Par exemple, quand on accompagne une personne en bilan de compétences, la première des choses, ça va être de prendre en compte son expérience. Lorsqu'on fait des bilans de deuxième partie de carrière, par exemple, eh bien, l'analyse de l'expérience va prendre beaucoup d'importance. Par contre, cette question de la prise en compte de l'expérience, elle est très très peu présente dans l'orientation des plus jeunes. Qui s'intéresse à l'expérience acquise? Des jeunes au lycée, des jeunes à l'université, des jeunes demandeurs d'emploi en recherche d'une première insertion. On va plutôt là rechercher d'autres aspects, les goûts, les intérêts, etc. Il est probable que va se généraliser, notamment du fait des évolutions qui sont probables, dans la relation entre formation et emploi. Vous savez que la France est un des pays où il y a le moins de chevauchement et d'aller-retour entre la formation et les emplois. On fait des études, on arrête les études, si possible avec un diplôme, et ensuite on démarre dans la vie professionnelle et on ne fait plus que ça. On retourne très peu ensuite suivre des études. Bon, il y a la formation continue, mais en dehors de ça, peu d'aller-retour. Il y a d'autres pays, par exemple le Danemark, où on quitte assez facilement l'école beaucoup plus tôt, même quand on n'a pas terminé ses études, mais on y reviendra ensuite. Et la plage de la vie où on fait des allers-retours entre temps de formation, temps d'emploi, est beaucoup plus importante. Dans ces cas-là, il est probable que la notion d'expérience acquise, à toutes les étapes où on peut en acquérir, eh bien, a de l'importance. Et puis enfin, prendre en compte les besoins spécifiques des bénéficiaires, puisqu'ils vont à l'évidence se diversifier. Donc voilà quelques pistes d'évolution prévisibles. Alors, la question de l'orientation comme un développement, je vais donner quelques éléments. D'abord, je voudrais revenir à Donald Super, précurseur. Dès les années 50, aux États-Unis, il positionne l'orientation professionnelle dans une perspective de développement. L'orientation professionnelle ne se limite plus à l'insertion professionnelle, dit-il, elle a pour objet le développement d'une carrière tout au long de la vie. Je voudrais aussi évoquer des prolongements très actuels de la perspective développementale en orientation, le travail qui est réalisé par un certain nombre de collègues dans des pays différents qui constituent un groupe qui travaille à l'élaboration d'un modèle dit de construire sa vie. Jean Guichard, qui est professeur à l'INETOP, fait partie de ce groupe-là. L'objectif, c'est de parvenir donc à un modèle destiné à des interventions d'accompagnement en orientation adaptées au monde postmoderne, qui s'appuie sur des présupposés concernant les personnes et leur vie professionnelle, des possibilités liées au contexte de travail, des processus dynamiques, des progressions non linéaires de la carrière, ce qui est le cas bien entendu, des perspectives multiples, des configurations individuelles variables. Le cadre général de construire sa vie s'appuie sur les théories de la construction de soi de Jean Guichard et la construction des parcours professionnels de Savikas. Le cadre, c'est toute la vie, c'est holistique. C'est un modèle. Moi, je ne vais pas détailler les perspectives sous cet angle-là. Moi, je voudrais fournir quelques illustrations sur les liens qu'il y a entre activité professionnelle, orientation et développement. Et je partirai des ressources de la personne. Vous savez, en psychologie, on identifie dans les ressources individuelles un certain nombre de caractéristiques comme la personnalité, les capacités cognitives, les connaissances, les aptitudes physiques, motrices, les émotions, les intérêts, les valeurs, etc. Tout ça, c'est ce qui fait les ressources de la personne. Ces ressources, elles peuvent se mobiliser dans les situations, notamment lorsqu'on a une tâche à résoudre, on mobilise des ressources, une combinaison de ces ressources-là. Et finalement, c'est la définition des compétences. La compétence, c'est la mise en œuvre intégrée d'un certain nombre de ressources pour atteindre un objectif donné.
Les compétences se traduisent en comportements, sous-tendent les comportements qui aboutissent à des résultats dans l'action, les performances, etc. Alors, pour simplifier, tout ce qui est ressources est appelé ressources, on ne détaille plus. Le schéma le plus classique, notamment dans le domaine de l'orientation, mais aussi dans un certain nombre de situations de gestion de ressources humaines, je pense par exemple au recrutement. Ce qui est classique, c'est de considérer les ressources de la personne et de se demander si la personne pourra, compte tenu de ses ressources, s'adapter à la situation, une situation de travail par exemple, ou une tâche particulière qui peut lui être confiée. Le modèle initial de l'orientation, c'était ça, identifier les aptitudes pour savoir si la personne peut occuper un emploi ou entrer en apprentissage pour un métier donné. On parle des ressources et on applique un schéma descendant. On minimise totalement dans ce schéma descendant l'effet en retour du résultat de l'action sur le comportement. Alors ça, c'est le façonnage qui peut avoir lieu dans les apprentissages, mais aussi le fait que la pratique permet de développer des compétences, mais aussi une petite fantaisie dans le PowerPoint qui tient, je pense, à des versions différentes du logiciel, mais vous le trouverez quand même, je pense que on peut le déchiffrer, mais aussi des compétences vers les ressources. Les ressources sont aussi affectées et peuvent bénéficier d'une activité professionnelle. Alors je vais donner l'exemple d'une recherche qui a été réalisée, que j'ai réalisée avec quelques collègues, sur l'effet de l'activité sur l'évolution des caractéristiques cognitives entre 25 et 45 ans. Le terrain, c'est une entreprise de fabrication de câbles électriques. On est dans une entreprise, dans une usine du groupe Pirelli. Un certain nombre de postes de travail. Tréfilage, câblage, isolation, assemblage, contrôle, etc. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé très précisément chaque poste de travail sous l'angle des ressources intellectuelles qui sont sollicitées par l'activité professionnelle. Quelle répartition de l'attention? À quel niveau faut-il répartir l'attention? À quel niveau il est nécessaire par exemple, de mener des raisonnements, d'avoir de la représentation spatiale d'objets, des raisonnements mathématiques, de la compréhension écrite, verbale, etc. Et à l'aide d'une méthode qui est standardisée, on attribue des poids différents à ces différentes capacités sollicitées par le poste. Et on voit que selon les postes, câblage, tréfilage, extrusion, etc., ça varie. Ensuite, on fait un suivi longitudinal des ouvriers qui tiennent ces postes-là. Et le résultat, c'est que sur la période qu'on a étudiée, donc en moyenne une vingtaine d'années de suivi, les capacités les plus sollicitées par le poste présentent les meilleurs scores d'évolution. On constate même une spécialisation cognitive en fonction du poste tenu. Certains ont développé leur capacité à résoudre des problèmes, parce que dans leur activité professionnelle, ils ont l'occasion de le faire. D'autres ont régressé dans cette capacité, parce que leur activité professionnelle leur donne moins l'occasion de le faire. On voit là la trace de l'activité sur la personne dans la durée, une espèce de façonnage par l'activité des caractéristiques des ressources personnelles. Et bien entendu, ça doit nous alerter sur le risque d'une activité trop spécialisée et surtout trop longtemps tenue, voire d'une activité intellectuellement pauvre au travail. Intérêt de la polyvalence ou de la mobilité. Autre
étude qui a été réalisée, elle renvoie là à la question de l'âge des seniors et de la mobilité. Vous savez que, bon, ça il y a un sondage qui a été confié à la SOFRES par le Conseil d'orientation de l'emploi sur la mobilité. Ce sondage fait apparaître que plus de la moitié des salariés français ont vécu une mobilité dans les 2 ans. Et généralement, ils en retirent plutôt le sentiment que c'était une réussite. Mais on voit que la mobilité ne touche pas les mêmes catégories de personnes. Et par exemple, que le souhait de changer d'emploi n'est pas réparti de la même façon selon les catégories socio-professionnelles ou le niveau d'études. Les salariés de CSP, ouvriers employés, ou de niveau d'études CAP, BEP, etc., expriment moins le souhait de changer d'emploi. On trouve la même chose pour les âges. Les salariés plus âgés apparaissent comme ayant moins d'appétence au changement. Alors, dans un groupe de travail que j'animais, qui était des directeurs des ressources humaines, la question de la possibilité d'offrir des mobilités professionnelles à les salariés de plus de 50 ans a été posée. Ils me disent, les seniors n'aiment pas changer. Mais c'est normal. C'est parce qu'avec l'âge, on est moins flexible. Avec l'âge, on est moins flexible, donc on est moins intéressé et moins capable d'affronter le changement professionnel. Alors, question, est-ce que vous êtes sûr que c'est l'âge qui produit ça? On va voir. Et on réalise une étude qui consiste à aller dans plusieurs entreprises. Donc, c'est un secteur banque-assurance. On a été dans plusieurs banques et une assurance. Et on a interrogé 325 personnes qui étaient en poste depuis 3 ans et plus, avec la question: que pensez-vous d'une mobilité professionnelle dans les 3 ans, tout en précisant que c'était sans changement géographique, donc sans incidence sur l'organisation de la vie familiale, etc. Les entretiens sont menés. On résume l'entretien par l'adhésion à une proposition. Est-ce que, en résumé, vous considérez que la perspective d'une mobilité professionnelle dans les 3 mois, c'est excitant, stimulant, and challenge? Première proposition. Ou bien, je suis d'accord, c'est une nécessité. Deuxième position, un peu moins enthousiaste. Troisièmement, je l'appréhende, mais je peux l'envisager si je suis aidé. Quatrièmement, c'est difficile, je préférerais l'éviter. Cinquièmement, c'est un cauchemar, je ferai tout pour l'éviter. La répartition des salariés dans ces différents groupes, selon la réponse: 5% excitant, stimulant, un challenge. 18%, je suis d'accord, c'est une nécessité. Je l'appréhende, mais je peux l'envisager, 42%, le gros de la troupe est là. Difficile, 21%, cauchemar, 14%. On regarde la répartition en âge et on constate qu'effectivement, les salariés plus âgés sont plus nombreux à avoir répondu, sont plus nombreux dans les groupes 3, 4 et 5. Donc sont plus nombreux à avoir répondu plutôt « je préfère pas ». Mais on regarde 2 autres aspects. On regarde le degré de routine de l'activité professionnelle qu'ils exercent. Et on analyse le degré de routine de l'activité de chaque personne ayant répondu. On classe en 2 catégories, les plus, les moins. Et puis aussi l'ancienneté dans le poste. De 3 ans à 28 ans, une personne était dans son poste depuis 28 ans. Elle était même dans le même bureau depuis 28 ans, à ouvrir le même tiroir depuis 28 ans. Et on voit que la répartition des groupes, là, devient parfaitement cohérente et se structure en fonction de la combinaison degré de routine et ancienneté dans le poste. Où trouve-t-on ceux qui sont prêts à affronter la mobilité? Eh bien, ce sont ceux qui ont le degré de routine le moins important et le moins d'ancienneté dans le poste. Le groupe 5, maintenant, pour qui c'est un cauchemar et que je ferai tout pour l'éviter, ce sont des personnes qui sont depuis plus longtemps dans le poste et qui ont un degré de routine plus élevé dans leur travail. Et quand on prend
ces deux variables, degré de routine et ancienneté dans le poste, l'effet de l'âge disparaît. Et donc on a attribué à l'âge quelque chose qui est en fait produit par l'activité professionnelle et la forme de l'activité que l'on a exercée durant un certain nombre d'années. Voilà une trace de l'activité, j'allais dire, et de la mobilité, mais là en l'occurrence c'est plutôt du manque de mobilité sur le développement de la personne. Les personnes ne sont pas moins flexibles, elles le sont devenues progressivement, on leur a appris éventuellement, ou elles ont appris par le manque de changement à ne pas changer. Alors cela renvoie à cette idée tout à fait cohérente avec la notion d'environnement capacitant d'Amartya Sen, qui est un auteur qui a proposé une notion d'environnement capacitant. L'environnement capacitant, c'est un environnement qui n'est pas néfaste pour l'individu, qui préserve sa capacité, qui préserve ses ressources, qui prend en compte les différences interindividuelles, prend en compte les besoins spécifiques des personnes selon leur particularité, d'âge par exemple, qui permet aux personnes de développer de nouveaux savoir et savoir-faire. Environnement donc qui apporte des capacités nouvelles. Relier les questions d'orientation et de mobilité au choix dans un parcours d'environnement capacitant. Ça nous renvoie à des modèles de la mobilité. La mobilité, on peut l'apprendre, et elle existe sous des formes très différentes dans les organisations. On peut distinguer deux types de mobilité. Moi, je distingue ce que j'appelle la mobilité centrée sur l'emploi, où on ne prend pas en considération la personne, on prend en considération le besoin de main-d'œuvre à un moment donné sur un emploi. Le cas typique, c'est la personne, technicien offset, il a qualifié, beaucoup d'expérience, etc., mais on a fermé l'imprimerie dans l'entreprise, et donc on lui propose une place au service courrier. Pourquoi une place au service courrier ? C'est parce qu'on a besoin que le courrier soit distribué. Mais la prise en compte des compétences et des caractéristiques de la personne ne compte pas du tout. Ça ne rentre pas dans le raisonnement. On peut opposer à cette mobilité-là une mobilité centrée sur les compétences, où on va rechercher l'adéquation entre les compétences du poste, enfin requises pour le poste, et puis les compétences de la personne. Mais même quand on fait cela, il y a deux modèles différents. Il y a le modèle où la mobilité va viser à employer la personne selon ses compétences actuelles. Elle a déjà fait, on sait qu'elle sait faire, on va lui proposer de continuer de faire. Et puis il y a une mobilité qui va viser à augmenter les compétences de la personne. Une mobilité qu'on peut appeler mobilité de développement ou mobilité majorante. La personne, elle n'a pas forcément fait, mais on pense qu'elle peut apprendre à faire, et comme ça, elle va développer ses compétences. Dans ces cas-là, la décision d'orientation, la décision de mobilité, va être une décision qui va viser à permettre à la personne de développer ses compétences, de développer ses savoirs, ses savoir-faire. Et dans l'entreprise, on évoque le développement de l'employabilité, ce qui à terme est un gain à la fois pour la personne et l'entreprise. Alors, la mobilité d'utilité, elle prend appui sur les acquis, vision court terme, peu d'enrichissement de la personne, mobilité à l'identique. Majorante, elle prend appui plus, elle mise sur le potentiel, elle produit du développement de la personne, du développement de l'organisation. On peut se référer à ce schéma tout à fait classique en formation, notamment en formation des adultes, qui consiste à rechercher le niveau optimal de difficulté d'une tâche pour permettre des apprentissages. Quel est le niveau optimal de difficulté d'une tâche ? Ce n'est pas le niveau qui correspond à ce que la personne sait déjà, parce qu'elle n'apprendra rien. Ça, c'est le niveau qui amène l'ennui. Mais ce n'est pas non plus le niveau très au-dessus de ce qu'elle sait faire aujourd'hui, qui va la mettre dans une difficulté avec un risque d'échec, qui va produire l'anxiété, l'inquiétude. Ça va être la zone intermédiaire, la zone d'incertitude, de délicieuse incertitude, disent nos collègues Brunel et Toussignan, c'est-à-dire l'incertitude
dans laquelle je me place lorsque je sais que je ne sais pas faire, mais je sais que j'arriverai à faire. Je ne suis pas inquiet sur le fait que j'y arrive, notamment si je suis aidé, notamment si l'environnement me permet cela. C'est jouer sur cette zone de délicieuse incertitude pour proposer les étapes suivantes dans le parcours. Cette notion de zone de difficulté optimale n'est pas sans rappeler une notion développée par un psychologue du développement, Vygotsky qui a développé l'idée de la zone proximale de développement. Qu'est-ce que c'est la zone proximale de développement? C'est la zone au-delà du développement actuel de l'enfant, dans laquelle l'enfant va pouvoir progresser grâce à la médiation sociale d'un adulte ou d'une autre personne. C'est sa zone de développement. Il faut toujours essayer de situer les tâches, les exercices, les sollicitations dans cette zone proximale de développement. Et avec Isabelle Loss, il y a quelques années, en 2005, nous avons proposé la notion de zone proximale d'évolution professionnelle qui rejoint cette perspective, cette problématique. Elle correspond à l'espace qui borde l'expérience actuelle de la personne et dont l'exploration permettra à la personne d'enrichir son expérience et de développer ses compétences. Essayer de viser dans la mobilité, dans les choix d'orientation, à situer l'étape suivante, non pas au niveau déjà atteint par la personne, mais au niveau suivant, dans une perspective de développement. Dernier point sur lequel je voudrais donner une illustration, c'est la question de partir du fonctionnement des individus. Si les démarches d'orientation, d'accompagnement ne sont pas ajustées, elles ne seront pas efficaces. Et je vais prendre un exemple de démarche d'accompagnement à l'analyse de l'expérience de salariés faiblement qualifiés. Lorsqu'on veut mettre en place une démarche de mobilité professionnelle, il est classique de s'appuyer sur l'analyse des acquis de l'expérience, mais ça pose un certain nombre de difficultés pour les publics faiblement qualifiés. Alors je vais évoquer les différentes difficultés rencontrées, puis quelques solutions envisagées pour les résoudre. La question de la mise en mots de l'expérience, on peut considérer qu'elle produit un triple effet. D'abord, elle révèle l'expérience. Elle la rend visible, elle la rend communicable. Tant que on n'a pas mis les mots sur l'expérience, on n'y est pas. Ensuite, elle transforme l'expérience. Elle la rend plus abstraite, plus réfléchie et plus transférable. Et enfin, elle transforme l'image de soi. Elle contribue par exemple à la restauration narcissique. Ces aspects sont favorables pour la mobilité. Donc le fait d'amener une personne à mettre en mots, à formaliser son expérience, à verbaliser son expérience, produit ces effets positifs. Pour des publics faiblement qualifiés, ce n'est pas facile, parce qu'en fait, d'abord pour tout le monde, ça représente des difficultés, et particulièrement pour les publics faiblement qualifiés. Cette mise en mots est difficile parce qu'elle demande une mise à distance, une prise de conscience, une aisance verbale et conceptuelle. Dans les faits, elle n'est pas spontanée, elle doit être aidée. Pour les personnes faiblement qualifiées, le premier problème, c'est que leurs activités correspondent souvent à des tâches très simples et fortement automatisées. Il n'y a donc pas grand-chose à dire. Le fait qu'elles soient fortement automatisées fait qu'en outre, elles ont souvent été menées avec un certain niveau d'automatisation, c'est-à-dire elles ne sont pas accessibles directement à la conscience. Donc il n'y a pas grand-chose à en dire. Et en outre, ces personnes ont des difficultés particulières à trouver les formulations adaptées. Donc, il n'y a pas grand-chose de dit au bout du compte. Et ces difficultés renforcent le processus de déqualification des personnes déjà faiblement qualifiées. Alors, partant des caractéristiques propres au fonctionnement psychologique, au fonctionnement du système cognitif des individus, et en particulier d'une loi très générale qu'on apprend dès les premières années sur les bancs de l'université,
dans le cours sur la mémoire, on apprend que la mémoire d'évocation est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, plus coûteuse et moins efficace que la mémoire de reconnaissance, eh bien on s'est dit, plutôt que de demander aux personnes de nous dire ex nihilo ce qu'elles ont fait, on va leur faire des propositions. On va leur proposer de choisir parmi des propositions plutôt que la page blanche. Un exemple, si je vous demande qui est le précédent ministre de la Culture, vous allez chercher, vous êtes en train de chercher. Si je vous demande si c'est par hasard Christine Albanel, ça va déjà revenir beaucoup plus vite. Autre exemple, si je vous demande les noms des présidents de la Troisième République, plus compliqué, il y en a beaucoup. Donc là, vous allez chercher dans votre disque dur les noms, ça va mettre du temps. Si je vous les suggère, vous allez les reconnaître plus rapidement et vous allez pouvoir dire oui, Félix Faure, oui, Raymond Poincaré, etc. Si maintenant je les mélange avec d'autres qui n'en sont pas, vous saurez dire également que Winston Churchill n'était pas président de la Troisième République, Edgar Poe non plus et Ahmed Lacroum non plus. Ahmed Lacroum, c'est l'ancien reprographe de l'INETOP. Bon. Eh bien, si on utilise cette règle très simple pour aider à l'analyse de l'expérience, à l'évocation de l'expérience, on doit pouvoir aboutir à une facilitation, notamment pour les publics qui en ont le plus besoin. Alors c'est ce que nous avons fait, donc nous avons développé ça, mais ça nécessite une analyse préalable des emplois. Ça nécessite aussi d'utiliser le vocabulaire de métier, il ne s'agit pas de parler du métier dans un langage que les interlocuteurs ne comprennent pas. Et ça nécessite aussi de prendre en compte tout ce qui fait l'objet d'un apprentissage pour les personnes. En particulier, on a analysé le fait que pour les publics faiblement qualifiés, sur des emplois faiblement qualifiés, les tâches en elles-mêmes n'ont pas beaucoup d'intérêt. Par contre, ce qui fait l'objet d'un apprentissage et sans doute alimente l'employabilité ou constitue une compétence particulière, ce sont les contextes, les conditions dans lesquelles les personnes ont travaillé. C'est plus important de savoir qu'on a travaillé sous des contraintes de flux, par exemple, ou avec une certaine latitude, avec une certaine autonomie, plutôt que de savoir qu'on a agrafé des garnitures de portières sur des chaînes chez Renault, sachant qu'on met 1 heure pour apprendre à faire le geste, quoi. Donc en termes d'acquis de l'expérience, le contexte, dans ces cas-là, devient beaucoup plus important. Et donc, on a fait un travail d'analyse des caractéristiques de contexte. Ça a été la thèse de doctorat d'Anne Pignot, et qui a alimenté ce travail. Et puis, l'idée aussi, c'est de faire le plus court possible, en évitant au maximum les questions inutiles, pour ne pas que les gens se lassent et finissent par fatigue à ne plus répondre. Pour ça, on a développé un questionnaire adaptatif qui intègre les réponses données pour poser la question suivante, ce qui évite de poser des questions inutiles. Seul l'ordinateur permet ça, donc nous avons informatisé. Voilà une liste de caractéristiques de contexte, mais je vous la passe très rapidement. Ce sont des caractéristiques contextuelles tout à fait classiques, source de pression, complexité, autonomie, etc. L'outil informatisé, donc, qui s'appelle Epicéa, développé dans le cadre d'un programme européen, il s'appuie donc sur des questionnaires arborescents, 21 questionnaires qui correspondent à des domaines, à des types de métiers différents, et des restitutions différentes. On mène un entretien guidé par le logiciel, il ne s'agit pas de mettre la personne devant l'ordinateur. Le logiciel ensuite structure la restitution, et on fait des restitutions, on regarde des titres pour voir la proximité qu'il y a entre les réponses données par les personnes et puis les titres vers lesquels éventuellement elles pourraient engager une formation. Titres de l'AFPA, titres ROM ou des référentiels d'entreprise. Voilà. Alors ça permet tout simplement d'identifier des nouvelles passerelles, des nouveaux liens entre des emplois, et de générer des hypothèses d'évolution et d'orientation professionnelle différentes de celles qu'on aurait pu obtenir sans cette méthode. Cette méthode, je l'évoque, c'est simplement une illustration d'une démarche possible qui intègre à la fois les perspectives d'orientation, qui intègre la question du développement et la recherche d'un développement étape par étape qui favorise l'acquisition par la personne de compétences supplémentaires.
Voilà. Alors pour conclure, au-delà de ces quelques exemples, je dirais simplement que il n'y a pas d'orientation sans accompagnement, qu'il n'y a pas d'accompagnement sans une bonne professionnalisation des acteurs, que le modèle de l'accompagnement à l'orientation tout au long de la vie reste largement à définir. J'en ai donné quelques pistes, mais j'ai bien conscience qu'on est loin d'une définition et d'un aboutissement. Que ce modèle de l'accompagnement s'inscrira nécessairement dans une perspective développementale. Et comme il s'agit d'une question largement ouverte et en construction et en débat, je vous invite à participer à un colloque international organisé au CNAM dans exactement un mois sur le thème de l'accompagnement à l'orientation aux différents âges de la vie. Quel modèle, quel dispositif, quelle pratique? Il y aura un certain nombre de conférenciers invités, Marc Savikas que j'ai évoqué tout à l'heure, Vincent Merle, ici présent là-haut, professeur au CNAM, Delory Montberger, Judith Schlangler. Il s'agira non pas de synthèses bien rédigées sur la question, mais plutôt d'un foisonnement d'échanges, de résultats de travaux, de recherches, certains avec des portées très locales, d'autres avec des portées plus importantes, la richesse et la diversité des travaux de recherche, qui vont mêler donc à la fois échanges entre chercheurs et entre praticiens. Donc au CNAM du 17 au 19 mars 2010. Voilà. Alors, pour conclure, je voudrais, alors que c'est la fin de ma présentation, dire un petit mot de conclusion pour revenir sur l'héritage de Bertrand Schwartz. Et je dirais une chose de plus que tout à l'heure, je dirais qu'il nous incite à innover. Une des particularités de son parcours professionnel et de son œuvre, c'est qu'il a su prendre la liberté d'innover. Il a d'ailleurs revendiqué un droit à l'expérimentation sociale et la liberté de penser autrement. Et je vais prendre une citation de Moderniser sans exclure, où il dit ceci: « J'entends montrer qu'il existe des solutions partielles, certes, ponctuelles et relatives, mais néanmoins des pistes prouvant que l'on peut agir, porter d'autres regards et proposer de nouvelles solutions aux problèmes de plus en plus aigus que posent dans nos sociétés la formation, l'exclusion, l'insertion, la production, l'organisation du travail. Et peut-être même le chômage, car je vais jusqu'à me demander si l'insuffisance d'emploi ne pourrait être palliée, partiellement au moins, par des solutions impliquant un autre regard sur le potentiel humain dans l'entreprise. C'est donc d'innovation dont je parle, parce que si les problèmes de notre temps ne sont pas entièrement neufs, il faut, pour progresser, les poser de façon nouvelle et dès lors leur apporter des réponses neuves. » Donc, je parlais tout à l'heure de la valeur symbolique de la présence de Bertrand Schwartz à cette leçon inaugurale. Je souhaite et j'œuvrerai pour que le CNAM, et grâce à l'INETOP et à la chaire de psychologie de l'orientation, soit un lieu d'innovation dans le domaine qui est le sien. Je vous remercie. Nous pouvons prendre quelques minutes d'échange, si vous le souhaitez. À la place à quelques questions, des commentaires, des remarques. Y a-t-il un micro mobile quelque part? J'en ai vu passer un tout à l'heure, mais je ne sais pas où il est actuellement. Cela dit, peut-être qu'en parlant fort...
Est-ce que vous souhaitez poser une question? Non, sur le fait que la vie est une aventure qui fait qu'on change à chaque pas, oui, bien sûr. Bien sûr. On n'a pas besoin des conseillers d'orientation pour ça, mais à certaines croisées des chemins, ça peut être utile malgré tout, notamment pour avoir une vision plus claire de la direction qu'on doit prendre. Mais au bout du compte, vous avez raison, c'est la personne qui prend sa décision. Oui. En tout cas, c'est souhaitable. C'est souhaitable. Merci de votre témoignage. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Manuel Zaclade. Bonjour Even. Mais donc finalement, dans ta conclusion, la psychologie revient en force, quoi, hein, parce qu'à un moment donné, tu disais, voilà, il faut Est-elle jamais partie? Il faut ouvrir cette problématique de l'orientation à de multiples disciplines et bon, voilà quoi. C'est une constatation, je sais pas. L'orientation est un sujet qui c'est un champ de pratique, c'est aussi une problématique théorique, mais qui convoque énormément de disciplines. La sociologie, l'économie, la philosophie, et bien d'autres encore, dont la psychologie. Il se trouve que ce n'est pas une chaire d'orientation qui a été créée au CNAM, mais une chaire de psychologie de l'orientation. On peut trouver ça curieux. Je pense que c'est une bonne idée, parce que, en l'occurrence, la question de l'accompagnement à l'orientation renvoie principalement à l'apport de la psychologie. Et l'accompagnement à l'orientation, ce n'est pas toute l'orientation. Bien entendu, non. Mais c'en est un aspect utile. Donc, c'est sous cet angle-là que la psychologie, oui, peut prendre une place importante et doit prendre une place importante autour des questions d'orientation, mais sans occulter tous les autres apports des autres disciplines autour des questions d'orientation, l'orientation étant pluridisciplinaire par essence. Une question tout en haut là-bas, vous le faites exprès, c'est pas possible. Oui. Ah oui. Ouais. La flexibilité ne renvoie pas de façon immédiate à la physiologie. Dans les évolutions avec l'âge au plan physiologique, d'abord, oui, il y a des tendances d'ensemble, mais il y a des grandes variabilités aussi selon les personnes. Au plan cognitif, vous savez que le phénomène le plus marquant du vieillissement, celui dont on est le plus sûr, ce n'est pas le déclin, c'est l'augmentation des différences entre les personnes. Plus on avance en âge et plus les personnes sont différentes les unes des autres. C'est quand même assez extraordinaire. Mais en même temps, ça s'explique aussi par l'immense variété des activités, des conditions de vie, d'hygiène, mais de tout ce que le parcours de vie de la personne qui contribue à différencier les personnes progressivement. Donc, la baisse de la flexibilité, à ma foi, ça dépend de beaucoup de choses, et ça dépend en particulier de l'occasion qu'on a de l'exercer. Donc, plus on exerce la flexibilité, plus on la développe, bien entendu. Et on peut être très rigide, très jeune, et très flexible, très vieux. Voilà. Très bien. Il me reste à conclure. 2 mots pour sourire sur ce problème de la flexibilité avec l'âge. Je ne savais pas ce que je vais dire. Je réfléchissais dans ma tête que quand Bertrand prenait la mission auprès de Pierre Mauroy, il ne devait pas avoir loin de 65 ans.
Et quand il s'occupait des nouvelles qualifications, il frisait les 70. Et je peux lui dire aujourd'hui il nous faisait bien sourire. Je viens d'une conversation dans le bureau de la rue de Grenelle, mais pas au 110, au 100, je ne sais pas combien, enfin du côté du ministère du Travail, où Bertrand disait à quelques-uns d'entre nous qu'il allait arrêter. Et chaque fois qu'il disait qu'il allait arrêter, ça nous faisait bien sourire. Voilà, cher Even, il me reste à vous remettre le diplôme de la chaire et la médaille que portent vos collègues et qui vous donne enfin le droit de vous appeler professeur titulaire de chaire.